Donc, bienvenue à tous pour ce deuxième épisode captivant de notre podcast Samurai Revolution. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un invité exceptionnel qui est déjà ici justement. Il s'agit de François Kamaté, citoyen engagé de la République démocratique du Congo. François est le fondateur et coordinateur de XR Rutshuru, dont il va nous en parler un peu plus. C'est un mouvement dynamique composé de jeunes volontaires passionnés qui militent ardemment pour la justice climatique et environnementale. Allô? Oui. Donc, pouvez-vous brièvement vous présenter en tant que fondateur de XR Rutshuru, expliquer ce qui vous a motivé à vous engager dans la justice climatique au RD? Merci beaucoup Nancy pour l'invitation. Ma motivation personnelle à créer XR ou Extinction Rebellion Rutshuru est partie de la situation complexe qui traverse les communautés, notamment l'instabilité politique, le drame humanitaire, le fait que les communautés sont forcées de vivre dans des cas de déplacés à cause de tout cela, couplé aux conséquences, aux effets des changements climatiques qui sont déjà visibles et qui créent d'autres, qui viennent s'augmenter en fait sur les calvaires de la communauté, parce qu'il y a des érosions, il y a des inondations, il y a les sécheresses prolongées et tout ce qui va avec, autant de situations dans une région aussi où les jeunes gens qui sont abandonnés, ils sont livrés à eux-mêmes. Et la tendance, c'est de rejoindre les groupes armés. Je me suis dit qu'en mettant en place Extinction Rebellion Rutshuru, cela va nous permettre de rassembler les jeunes autour d'une vision commune, notamment en luttant pour que pour qu'on vive en fait dans un espace, parce que il est sérieusement anormal que dans une région comme le Nord Kivu, vous puissiez parler de l'aspect ou de la question qui va avec la paix à la dissociant avec l'environnement. Donc l'idée, c'est de rassembler les jeunes gens, les organiser, afin qu'ils mènent des petites initiatives localement pour dire au monde que nous sommes victimes de vos industries de fossiles et il faut arrêter en fait tout projet qui va dans ce sens. Et aussi la tendance c'est démence dans la non-violence active, parce que on sait que la violence, la guerre n'apportera pas grand-chose. Le pays a été basculé par des moments de guerre, des moments de violence. On doit essayer à faire recours à des méthodes pacifiques pour obtenir gain de cause. Merci beaucoup pour cette présentation qui était très claire. Et vous avez justement parlé des conflits. Donc, pouvez-vous nous expliquer un peu comment les conflits violents dans la région affectent-ils votre action pour la justice climatique et quels défis spécifiques rencontrez-vous justement? Je pense que j'ai bien compris la question par rapport aux défis auxquels nous faisons face en tant que jeunes vivant dans une région de crise généralisée. Alors les défis, c'est d'abord l'insécurité, les guerres à répétition qui ont entraîné, comme je l'ai dit au début, des mouvements massifs de communautés. Les populations vivent dans des camps de déplacés où elles n'ont vraiment presque rien
elles n'ont pas accès à l'eau potable. Les femmes sont en train de parcourir de très longues distances pour avoir de l'eau, avec énormément de risques d'être violées ou d'être tuées par des groupes armés qui prolifèrent dans la région ici. Et l'autre défi, c'est que ce sont des jeunes gens qui n'ont pas encore compris l'essence du volontariat, voyez-vous. Tellement toutes les situations dangereuses qui ont conduit les communautés à vivre une pauvreté extrême. Les gens, la tendance, c'est de ne pas, en tout cas, travailler. Donc, ils pensent que tout ce qu'ils doivent faire, ils font qu'on leur donne de l'argent et tout le reste. Et c'est vraiment un défi, mais petit à petit, nous essayons un peu de les parcourir, notamment à les initier, les jeunes gens, pour aussi les dissuader à rejoindre les groupes armés. Parce que on sait que dans les groupes armés, il n'y a rien qui va être gagné, qui va sortir de là. Donc il y a cela comme défi, le fait, les compréhensions autour du concept de volontariat. C'était la persistance ou la récurrence de l'insécurité dans la région qui fait que l'on n'arrive pas à organiser des événements un peu partout, par exemple autour du parc national de Virunga. Et au-delà de ces défis, nous faisons face. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas de politique publique pour encadrer les initiatives locales de jeunes. Et ça nous dérange, ça nous met un tout petit peu en difficulté, ça fait que on n'arrive pas à bien s'organiser. Voilà. Oui, tout à fait. Et aussi, même ici à Madagascar, et je remarque aussi dans d'autres pays d'Afrique, en fait, ces défis-là, ce sont des défis que nous devons tous cela. Et vous avez justement parlé de Virunga. Donc, je voudrais vous poser une question à ce sujet. Quels sont les principaux objectifs de la campagne Save Virunga et comment contribue-t-il à la justice climatique? Est-ce que vous pouvez partager un succès marquant dans votre mouvement? Ah, ok, merci beaucoup. En fait, la campagne Save Virunga ou Fossil Free Virunga a principalement comme objectif de mobiliser et d'organiser les communautés locales vivant autour du parc national de Virunga à pouvoir poser des actions contre les projets d'exploitation des fossiles dans le Virunga. Parce qu'en fait, le parc national de Virunga, c'est l'un des anciens parcs en Afrique. Il a été créé les années 1925 et il regorge une diversité exceptionnelle. Au-delà de la diversité exceptionnelle du parc national de Virunga, parce qu'il y a des gorilles des montagnes, voyez-vous, il y a des singes, il y a des éléphants, des chimpanzés et d'autres espèces qui sont un peu rares. Alors, ça c'est un premier, mais malheureusement, ce parc a été ou il figure en fait sur la liste des 27 blocs pétroliers qui ont été mis en vente publique par l'État congolais. Donc en juillet 2022, le gouvernement congolais a décidé de vendre les blocs pétroliers. Sur les 27 blocs pétroliers, il y en a 2 qui se situent directement dans le parc national de Virunga et dans les territoires ou les entités riveraines de ces parcs. Et pourtant, toutes les communautés qui vivent autour du parc national de Virunga trouvent des avantages qui sont vraiment énormes grâce à l'existence de ces parcs. Parce que les communautés pratiquent la pêche, l'agriculture, mais aussi l'élevage. Mais imaginez,
si les parcs, et pourtant il y a des recherches qui ont été menées et qui ont abouti à une conclusion telle que si le pétrole est exploité dans le parc national de Virunga, cela va être à la base de la destruction de cette méga aire protégée. La campagne Fossil Free Virunga va, a aussi comme objectif de demander au président de la République qui a décidé de vendre les blocs pétroliers et les blocs gaziers à pouvoir retirer ou annuler ces appels d'offres. Parce que c'est une décision très dangereuse contre plus de 5 millions d'habitants qui vivent grâce à l'existence de ces parcs, voyez-vous. Et nous pensons que si le parc national de Virunga arrive à être, si on exploite du pétrole dans le parc national de Virunga, cela va aussi créer une fuite de toutes les initiatives qui sont menées localement par les communautés pour essayer un peu de garder l'équilibre du climat même mondial. Et par rapport au succès qu'on a enregistré, c'est que il faut noter qu'entre les années 2013, 14 et 15, à l'époque de l'ancien président de la RDC, Kabila, il y avait la décision d'exploiter, il y avait des permis et des licences d'exploitation du pétrole qui ont été accordées à beaucoup de sociétés de multinationales, entre autres Soko. C'est une agence, c'est une société franco-britannique. Alors, on a mobilisé les communautés, pour la plupart qui sont vraiment dans une ignorance totale, autour des conséquences néfastes qui sont liées à l'exploitation, à l'exploration des fossiles dans les aires protégées. Parce que cela aussi viole même les lois sur la conservation de la nature au Congo. On sait que le patrimoine, les aires protégées sont des patrimoines de l'État, de la population, et les activités nocives contre ces espaces sont interdites complètement. Donc vers ces années, on a mobilisé les communautés, on les a expliqué que il est vraiment anormal qu'on exploite le pétrole dans les parcs parce qu'on sera en train de les sacrifier, et ils ont accepté de nous accompagner, de s'organiser, d'être dans la rue, de protester, de rédiger des mémorandums, jusqu'au point que le projet a été annulé. Donc Soko a accepté de retirer ses agents et de suspendre ses activités dans le parc national de Virunga. Donc ça, c'est vraiment un résultat positif de notre lutte. Et à deuxième lieu, c'est que l'autre résultat, c'est par rapport à la mobilisation, c'est par rapport à l'expansion de l'idée autour de la justice climatique. Parce que les communautés qui vivent autour du parc national de Virunga sont victimes de beaucoup de situations. Vous voyez, il y en a des gens qui ont perdu leur vie parce que le parc n'est pas bien gouverné. Il y a des espèces féroces comme les éléphants et autres qui quittent le parc national de Virunga pour venir causer des dégâts énormes dans les villages. Alors, on a tout fait pour rencontrer les gestionnaires du parc national de Virunga, l'Institut congolais de conservation de la nature, avec ses différents partenaires, dont la Fondation Virunga, pour leur dire qu'ils sont dans l'obligation de réparer tous ces dommages qui ont été causés contre les populations riveraines. Et malheureusement, en fait, c'est un processus. On bénéficiait d'une certaine assistance, d'une modeste assistance de la part des gestionnaires du parc national de Virunga, mais d'autres sont toujours là. Les gestionnaires du parc, l'État congolais, personne ne se pose même la question de savoir comment vivent les familles des parents dont les vies ont été fauchées par les pachydermes, et
ça fait que arrive à perdre l'espoir, hein, je vais dire, et c'est quelque chose qui fait mal, voilà. Donc la vision, elle est répandue, il y a des jeunes gens qui sont recrutés par-ci, par-là, pour s'organiser dans leur entité, afin d'expliquer, afin de parler aux gens par rapport aux effets du changement climatique et aux moyens de prévention aussi contre ces fléaux. Nous voyons déjà le rôle essentiel des jeunes volontaires dans votre mouvement, mais aussi l'inclusion aussi de la communauté, vous l'avez déjà expliqué. Donc oui, c'est un très grand mouvement parce que, comme vous l'avez dit, ça a impliqué la mort de ceux qui habitent aux alentours du parc. Et c'est un très grand mouvement. J'ai aussi vu qu'il y avait des artistes et plusieurs personnalités publiques en fait qui travaillent ensemble avec vous dans ce mouvement de Save Virunga. Et à ce propos, je voudrais avoir votre avis en ce qui concerne l'état de la justice climatique en Afrique. Comment percevez-vous l'état de la justice climatique en Afrique? Parce que justement, en fait, François, nous nous sommes rencontrés pendant le Changemaker Exchange au Rwanda. Quelles initiatives régionales au niveau de l'Afrique méritent d'être renforcées? Ah ok, merci pour cette question. Elle vaut en fait son pesant d'or. L'Afrique, c'est vraiment un gigantesque continent et malheureusement, avec désolation, hein, je vous dirais que il n'y a pas, en tout cas, des politiques pour lutter contre les injustices climatiques dont les Africains sont vraiment victimes. Et par rapport à ça, je vais vous dire, ce qui me motive à le dire, c'est le fait que il y a eu des grands rassemblements, il y a eu des conférences, il y a eu des sommets qui ont été organisés pour mettre en place des politiques communes afin de créer ou de renforcer la résilience entre les communautés africaines qui sont victimes des effets du changement climatique. Parce que nul n'ignore que les industries des fossiles sont en Occident, vous voyez, sont à grande partie détenues par le monde occidental. Et c'est là, malheureusement, au mépris de tout ce qui est pris comme accord, au mépris de tout ce qui est pris comme décision de ces sommets, les effets du changement climatique continuent à faire rage en Afrique. Je vais vous donner l'exemple de la RDC. À ce moment où je vous parle, il y a le fleuve Congo qui est en train de prendre... il y a, disons, le fleuve Congo qui est en train de périr des communautés qui vivent autour de ces fleuves. Et le monde tourne le dos, voyez, sur ce qui peut advenir demain ou après-demain par rapport à ce qui se passe sur le fleuve Congo. Les eaux débordées. Au niveau d'abord de la RDC, les politiques publiques, comme je l'ai dit, ne sont pas envisageables pour épargner les communautés de ce qui se passe. Je pense que la justice climatique devrait aussi tenir compte de tous ces aspects. La justice climatique devrait tenir compte de la misère de ces populations qui sont d'abord victimes de la guerre, qui sont victimes de toute forme de justice. Et l'autre élément qui fait très mal, c'est par rapport, par exemple, au crédit carbone entre les multinationales, les pays pollueurs, avec les dirigeants congolais, les dirigeants africains. Bon, il n'y a rien de transparence dedans. Voyez, et pourtant, on sait que par rapport au crédit carbone, les pays qui polluent le moins, ce sont eux, malheureusement, qui subissent le plus les effets du changement climatique. Et c'est ce qui nous fait très mal. Voyez? Et pourtant, on sait que nous qui subissons les effets du changement climatique, c'est nous qui devrions bénéficier. C'est nous qui devrions
demander des comptes à ces multinationales qui polluent la nature et dont les conséquences sont devenues incalculables plutôt en Afrique que dans leur pays. Parce que les Africains ne sont pas en mesure puissent s'épargner contre les effets du changement climatique. Comme je l'ai dit en RDC, dans la province du Sud Kivu dernièrement, il y a eu plus de 400 morts qui ont été dus aux éboulements des terrains et aux inondations dans les villages de Kalehe. Les réseaux routiers ont été complètement détruits, les villages ont complètement péri. Et tout cela, malheureusement, ça se passe inaperçu. Il n'y a personne qui en parle jusqu'à ce moment. Ça va faire presque une année. Et on s'est dit, ce sont les Africains qui sont en train de subir, vous voyez. Et je pense que la justice climatique devrait commencer par là. Indemniser les victimes des effets du changement climatique, mais aussi mettre en place une politique d'accompagnement des initiatives locales des jeunes. Les jeunes constituent la force. Les jeunes, c'est la vision du changement. Mais malheureusement, ils sont oubliés dans les processus de lutte contre les effets du changement climatique. Tous les sommets, je ne sais pas les accords qui sont signés par-ci, par-là, mais combien de jeunes gens africains sont associés à cela? Vous voyez, on met dans les tiroirs l'accord, par exemple, de... Je serai en train de conclure, je m'excuse. L'accord sur... voilà, après la COP 22, il y a eu un accord pour la création d'un fonds bleu pour le climat. Tout cela, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'est pas mis en œuvre. Et c'est ce qui nous met mal, nous Africains, nous activistes, militants pour la justice climatique. Parce que le contenu de l'accord était basé sur l'homme. L'intérêt principal de cet accord, c'était la dignité humaine. La manière dont les gens sont en train de subir les effets du réchauffement climatique en Afrique, ça ne devrait pas laisser indifférent les mondes occidental, vous voyez. Et je pense que cela est dû à cette négligence, et c'est pour moi une occasion d'insister sur la négligence des pays pollueurs vis-à-vis des Africains. Voilà. Merci pour cet éclaircissement, François. Donc, récemment, j'avais lu un article sur vous sur curious.org concernant le COP26 et vous avez signalé comme quoi les résultats de la COP26 étaient décevants et que vous aviez demandé aux pays pollueurs d'exiger certaines mesures à prendre dans le retrait des licences aux permis miniers et pétroliers dans le paysage de Virunga, parmi tant d'autres. Et récemment, l'an dernier, en décembre, nous avons assisté au COP28. Donc, je suis d'accord avec vous, étant donné que la COP28, justement, s'était centrée sur l'énergie renouvelable. Pourtant, en Afrique, nous, qui sommes les plus concernés par l'injustice climatique, justement, la plupart des pays africains n'ont même pas accès à l'électricité. Donc, est-ce que vous pouvez partager un peu votre avis sur l'efficacité des COP en général, et en particulier du COP 28 en ce qui concerne la justice climatique, et si vous pouvez suggérer des améliorations, que suggériez-vous en ce qui concerne ces réunions internationales? Parce que pendant les réunions, nous ne faisons que parler et parler, alors qu'il y a des gens dans le Global South, dans le Sud global, qui vivent en fait les réalités des changements climatiques. Donc, si vous pouvez partager cela. Parce que ce qui se passe dans les COP, les différentes COP, c'est vraiment, bon, je ne dirais pas que c'est un non-sens, mais je vais dire que c'est
En fait, ce sont des rendez-vous ratés, vous voyez. Parce que, absolument, comme vous l'avez dit, ce qui est très décevant dans les COP, c'est la mise en œuvre qui prenante à ces assises. Et malheureusement, on continue à organiser on continue à organiser cette conférence après chaque période qui est déterminée, sans revenir sur les décisions qui avaient été prises pendant la COP précédente. Et c'est ce qui nous fait mal. Moi, j'avais suggéré que l'on puisse d'ailleurs boycotter la 28e conférence des Nations Unies sur le climat, parce que, selon moi, il y a une forme de négligence en fait, et une espèce de légèreté dans l'organisation même de ces événements. Simplement parce que c'est quand même anormal qu'on arrive à organiser des événements avec des recommandations, mais on ne se met pas d'accord sur l'application. Et moi-même, j'étais en train de dire que la meilleure façon d'interpeller la conscience des initiateurs des COP, c'est de ne pas participer à cette rencontre, voyez, parce que ça ne sert à rien que les gens viennent des pays différents pour passer 2 semaines ou plus, et à l'issue des assises, ils signent des contrats qui ne seront jamais respectés. Et je pense que c'est ce qui fait mal. Bien au-delà de ça, je pense aussi que ce qui se passe dans des COP ne tient pas aussi compte des avis des jeunes, principalement les jeunes qui vivent dans la région des Grands Lacs, parce que c'est nous qui sommes victimes de tout ce qui se passe. Donc, la conférence des Nations Unies sur le climat devrait aussi réfléchir sur une politique d'encadrement des jeunes qui sont dans des régions meurtries par la guerre, par les violences armées, tout le reste. Mais malheureusement, ça ne se fait pas. Donc, les points de vue de ces jeunes devraient être pris en compte par les organisateurs de la COP. Mais malheureusement, ils ne sont jamais associés, ce qui est très décevant. Alors, ce qui se passe dans la COP, voyez-vous par exemple dernièrement, le pays qui a abrité la 28e conférence des Nations Unies sur le climat, c'est un pays destructeur, vous voyez. Il produit il a, disons, des industries de fossiles, mais c'est dans ces mêmes pays où on vient aussi un accord pour préserver la planète, vous voyez, pour maintenir l'équilibre de la planète. Et ça, c'est quand même très dangereux contre l'avenir des générations actuelles, mais aussi des générations futures. Autant de facteurs m'ont motivé personnellement de boycotter cette conférence, et je l'avais fait. Je l'ai fait parce qu'il n'y a pas de politique publique pour indemniser les victimes des inondations, des éboulements en Afrique, les communautés qui ne sont pas en mesure de résister contre les effets du changement climatique. Et je crois que pour des personnes qui sont averties, ce n'est plus la peine de participer à la COP pendant que les résolutions prises antérieurement sont encore gardées dans les tiroirs. Oui, merci beaucoup pour cette réponse-là, c'était très clair. Et c'était vraiment plusieurs pays en fait qui ont boycotté la COP28 justement à cause il y a toujours les réunions, mais on ne tient pas du tout compte en fait des actions, et il y a toujours les pays pollueurs qui continuent à polluer, et les pays du Sud qui
ramasse les dégâts en fait de ces pollutions-là. Donc vous avez justement parlé de la boycott, du boycott de la COP28 comme moyen de pression, et aussi comme vous disiez, il y a même plus raison pour laquelle on devrait assister en fait à ces COP, étant donné qu'ils ne tiennent pas en compte les décisions qu'ils ont décidé de mettre en action. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du boycott de la COP28? Où est-ce que ça s'est passé, la convention en décembre? Comment ça s'est passé? Et dans quelle mesure cela pourrait-il être efficace justement pour les... avoir boycotté la COP28, on s'était réunis en Colombie pour définir de nouvelles perspectives par rapport à la vie de la Terre. Pendant les assises qui se sont tenues en Colombie, l'idée majeure ou disons la vision même de ces assises, c'était d'interpeller la conscience des décideurs, les pays pollueurs notamment, autour de ce qui se passe. C'est quand même anormal qu'on organise la COP avec énormément de budget, mais dont les résultats ne sont pas palpables sur terrain pour un objectif pourtant qu'eux disent en train de défendre. Des mouvements de justice climatique qui sont même les initiateurs de cette conférence contre la COP. Il y a eu exactement d'autres jeunes gens, des personnes ordinaires, pour essayer un peu de repenser les recommandations qui sont toujours prises dans les COP. La COP 26, la COP 27 évidemment, qui s'est passée, il y a eu des recommandations et rien n'avait été mis en œuvre. On tombe sur la 28e COP, on fait la même chose. Et voilà, en Colombie, on s'est dit que toutes les actions climatiques qui sont contre la vie de l'homme, en tout cas, n'ont pas les raisons d'être. Parce que c'est quand même anormal qu'on se dise qu'on est en train de défendre la justice climatique pendant que la dignité humaine n'est pas respectée. Les États pollueurs sont en train de détruire et ils continueront à le faire si et seulement si les gens n'arrivent pas à former ou à créer un réseau, une réflexion pour réfléchir sur les enjeux réels qui se passent dans les pays et les moyens pour y mettre fin. Donc c'est dans ce sens qu'on s'était réunis là-bas pour essayer un peu de voir quels sont les besoins, essayer un peu de voir ce que nous voulons en fait pour un monde sans fossiles, un monde où l'on promeut les énergies renouvelables comme alternative à la crise climatique qui secoue le monde. On y a réfléchi, on a donné des points de vue, on a donné des orientations et je crois que tout cela reste possible parce que les partis qui se sont engagés sont des opérateurs ou des acteurs en ce qui concerne la lutte contre les injustices environnementales, les injustices. Merci de nous avoir en fait parlé un peu du boycott parce que vous faisiez justement partie, vous étiez invité justement à Colombie justement à ce sujet-là. Donc, question qui se poserait aussi à ce propos, c'est en fait, avez-vous des collaborations avec des organisations locales ou internationales pour renforcer votre action pour la justice climatique? De vouloir nouer des relations avec des organisations au niveau international, mais localement, il y a une coalition dont nous sommes membres. Ce sont les mouvements sociaux, militants pour la justice climatique avec lesquels nous travaillons.
les organisations non gouvernementales qui sont dans les mêmes domaines nous accompagnent et nous pensons que c'est pas encore suffisant. Donc les portes sont vraiment ouvertes s'il y a donc ceux qui partagent la même vision que nous ne pouvons pas évidemment refuser de collaborer avec eux. Ceux qui se sentent être consternés par ce qui se passe dans le monde et en Afrique particulièrement ne doivent pas évidemment croiser les bras. Donc ce sont ces genres de personnes, que ce soit au niveau national, au niveau international, souhaitent rencontrer ou rencontrer évidemment ou ce sont ces genres de personnes qu'on veut connaître afin que l'on arrive à matérialiser tout ce qu'on a comme vision par rapport à la lutte contre les injustices climatiques. Et oui, justement, à ce propos, comme vous le dites, en fait, une des raisons pour lesquelles Dubaï avait accueilli en fait le COP était étant donné qu'ils avaient les infrastructures nécessaires et aussi parce que ils avaient aussi les financements nécessaires. Pourtant, comme vous l'avez dit, si nous pouvons investir en fait ces financements-là pour justement atténuer les problèmes du changement climatique, c'est ce qui aussi a surtout fait polémique en fait sur la COP28, étant donné sur du greenwashing et aussi sur le point de vue des conflits d'intérêts. Même le président du COP28 lui-même, il est le président il lead en fait un des plus grands organisations, que ce soit nationales et internationales, sont très importants. Et justement, ce projet, l'EcoShip Project, est soutenu par le Climate and Development Knowledge CDKN durant le Global Landscape Forum au Kenya. Donc, comment pouvons-nous vous retrouver, François et Xero Churu, et comment pouvons-nous collaborer, comment les organisations peuvent vous retrouver et travailler avec vous, quels sont les critères, et parce que nous allons à la fin de ce podcast aussi, quels sont vos vœux pour l'avenir de la justice climatique au sein de RDC? Et quelles actions concrètes en fait vous aimeriez voir être prises par la communauté mondiale, y adresser des appels spécifiques à nos auditeurs francophones. Ah ok, merci. Je vais commencer par le premier volet de la question qui parle de, je vais dire, de ce que nous pensons, disons, qu'est-ce qu'ils font pour que quelqu'un nous retrouve? Je crois que c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut pour que quelqu'un entre en contact avec nous? Alors, nous avons des plateformes, nous avons des canaux officiels de communication qu'on utilise. Nous avons des comptes sur X ou Twitter. Nous avons un compte Instagram, la page Facebook. Nous avons ces outils, ces éléments. Et c'est grâce à eux que quelqu'un qui souhaite partager avec nous une vision pourrait facilement nous parler ou nous atteindre. Et je vais dire que, en tout cas, c'est en fait un sentiment de satisfaction, moi personnellement, de participer au podcast initié par EcoShip Project, je crois que c'est ça. Je pense que voilà, c'est déjà une collaboration, c'est déjà un partenariat, un accord de coopération en quelque sorte qui est conclu entre nous et vous, parce que nous voyons tous dans la même vision. La vision, elle reste toujours là. C'est de renforcer les moyens d'adaptation et
d'atténuation de ces communautés meurtries, de ces communautés qui sont violentées du jour le jour et qui continuent à subir les effets du changement climatique. Je veux dire qu'au Congo, par exemple, la campagne que nous avons lancée, Save Virunga ou Fossil Free Virunga, c'est vraiment une très grande campagne. Ce sont les activités que nous allons mener au cours de cette année, cet exercice 2024, parce que nous avons des objectifs à atteindre. Et c'est entre autres obtenir les retraits de ces appels d'offres. Parce qu'on sait que si on exploite les gaz, par exemple, dans les lacs Kivu, ça va être un danger permanent contre les communautés qui vivent grâce à l'existence de ces parcs à travers la pêche, vous voyez. Et parce qu'on sait, nous sommes par exemple dans un pays où la création d'emplois n'est pas encore sur le projet d'ordre du jour de ceux qui nous dirigent. Et c'est ce qui fait mal. Et les gens essaient juste de se débrouiller avec des petits moyens de bord, avec des moyens de bord justement, pour voir si et seulement si ils seront en mesure de dormir et de se réveiller le lendemain. Alors, cette campagne a plusieurs activités. Il y a des manifestations des rues, il y a des rencontres avec les dirigeants congolais, il y a des notes de plaidoyer qui doivent être faites ou adressées directement aux pays pollueurs, aux entreprises qui se sont aussi portées candidates ou déjà d'ailleurs preneuses de ces blocs qui sont en train de se manifester. Et je crois que c'est un travail gigantesque qui nous attend devant nous. Parce que si on travaille à huis clos, à vase clos, en tout cas, il nous sera très difficile d'atteindre tous ces objectifs. Pour leur dire que la justice climatique ne s'obtiendra que grâce à leur participation, grâce à leur engagement, grâce aussi au fait qu'ils auraient compris qu'il y a urgence climatique et ils doivent réagir. Peu de mots, ce que j'ai pu dire par rapport à votre question. Vous pouvez trouver XR Rutshuru dans les plateformes citées, notamment Instagram, X ou Twitter et aussi Facebook. Justement, je vais aussi mettre les liens dans les descriptions. En tout cas, un immense merci à notre invité François Kamaté, fondateur et coordinateur de XR Rutshuru, pour avoir partagé son engagement inspirant et son travail inestimable en faveur de la justice climatique et environnementale au cœur des défis complexes de la République démocratique du Congo. Nous vous souhaitons tout le meilleur à ce propos et nous invitons même nos auditeurs francophones et aussi, s'il y aura des traductions aussi, à tous ceux qui voudraient contribuer en fait à ce programme de justice climatique où que vous soyez, en Afrique ou au-delà de l'Afrique. Merci à vous, chers auditeurs francophones, pour votre écoute attentive, votre soutien contenu, votre engagement vers des problématiques cruciales que nous discutons sur ce podcast sont vraiment essentiels. C'est fait partie des clés pour susciter un changement positif dans notre monde. Donc, merci de faire partie de notre communauté. Encore merci à vous pour votre temps, François. Et oui, donc nous espérons vous revoir dans d'autres épisodes concernant comment s'est passé la suite, en fait, par exemple, du boycott ou de ce que vous pouvez nous partager, parce que plusieurs jeunes en Afrique surtout écoutent ce podcast. Et oui, je suis sûre en fait que les messages que vous avez transmis, les explications vont beaucoup les éclairer, comme vous l'avez fait avec les communautés locales. Nous allons toucher plus de monde au-delà de RDC. Donc merci à vous. Voilà, merci aussi.